Alors le petit groupe de croyants qui a choisi d'aborder cette question aujourd'hui l'a fait avec une autre entrée, à savoir la conviction que le sort qu'on réserve aux animaux et le sort qu'on réserve à nos congénères n'est pas étranger l'un à l'autre. C'est-à-dire que si on malmène des animaux, on risque bien un jour ou l'autre de malmener certains de nos congénères, et forcément les plus faibles. Par contre, si on est attentif aux animaux, on va être assez naturellement porté à prendre soin les uns des autres. Donc voilà un petit peu l'entrée. Alors, le pape François, dans la lettre sur l'environnement qu'il a écrite il y a quelques années, l'encyclique Laudato Si, exprime aussi un peu ça. Comme je dis, c'est pas très long. Il est vrai aussi que l'indifférence ou la cruauté envers les autres créatures de ce monde finissent toujours par s'étendre, d'une manière ou d'une autre, au traitement que nous réservons aux autres êtres humains. Le cœur est unique, et la même misère qui nous porterait à maltraiter un animal ne tarderait pas à se manifester dans la relation avec les autres personnes. Nous ne pouvons pas considérer que nous aimons beaucoup si nous excluons de nos intérêts une partie de la réalité. Il va un peu plus loin, en associant la paix, la justice et la sauvegarde de la création comme trois thèmes absolument liés. Donc voilà un petit peu. Et Anne, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde quand vous corrigerez puisque vous êtes là si c'est pas juste. Quand vous refusez de choisir et encore plus d'opposer le soin ou l'attention aux animaux et l'attention aux êtres humains. Et vous avez plutôt de l'empathie pour tous les êtres qui sont faibles ou sans défense. Donc voilà, donc je vous laisse peut-être vous présenter. Et puis on passera à une très courte vidéo qui dure moins de 2 minutes, qui a été faite à la demande d'un groupe d'éleveurs de vaches laitières, puisque là aujourd'hui on va aborder la relation homme-animal à travers les animaux d'élevage. Parce que c'est un sujet qui est très très vaste, voilà. Donc là on va se concentrer sur la relation avec les animaux d'élevage, donc on verra une petite vidéo. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je m'appelle Anne Ponech, j'ai grandi au Luxembourg, j'étais un peu en Suisse, et puis j'ai atterri près de Strasbourg, et j'ai fait des études de théologie protestante et de médecine générale, j'ai exercé un peu, puis j'ai élevé mes enfants, et j'ai donc derrière moi, je suis encore en plein dedans, une vie de bénévolat avec Alsace Nature, sur des enjeux environnementaux très divers, aussi des enjeux santé comme la qualité de l'air. Et donc depuis 20 ans, je suis spécialisée en bien-être des animaux d'élevage. Et finalement, c'est quelque chose qui est très cohérent avec le souci du respect de la vie. Et c'est un peu dans cette optique que je le fais. Et je me suis donc toujours beaucoup intéressée à la fois au bien-être et, vu mon histoire associative, aux impacts environnementaux et aux aspects économiques. Et même le président de la Chambre d'agriculture d'Alsace m'a reconnu que je prends en compte les aspects économiques, ce qui est toujours ça. Et donc, je pense qu'on va voir le film, c'est ça? Je sais pas si je vais le trouver. Personnalités avec qui on travaille. Moi, ça me paraît important que la vache puisse consommer des choses fraîches, des choses variées, qu'elle puisse voir des paysages, voir des couleurs. Il faut que les vaches sortent le maximum et que ça transparaisse dans la bouteille de lait. L'objectif, c'est aussi qu'ils aient de la vie la plus naturelle possible. J'ai le sentiment qu'à un certain moment, elle se donne, quoi. J'aime pas, mais vas-y. Quand je garde des laitières à 10-12 ans, elles font partie du lieu un peu, et quand il faut les vendre, c'est compliqué pour moi. La fin tragique, j'aime pas du tout, c'est juste indispensable. Il faudra qu'on donne la solution. On peut faire céréalier par accident, on peut pas être éleveur par accident. C'est un mode de vie, tu vois, la ferme ici. Un peu comme si les vaches étaient une extension de nous.
super simple. Est-ce que l'élevage, t'as du temps, quoi? Je pense que oui. Et après, quel élevage on fait? Voilà, donc c'est très court. Hein. Donc vous voyez qu'en moins de 2 minutes, il y a pas mal de questions qui sont posées. Connaître chaque animal, voilà. Des questions sur l'alimentation, des choses fraîches et variées, c'est dit. Quelque chose qui m'a moi-même surpris, donc vous pourrez... c'est bien que les animaux puissent voir des beaux paysages, des belles couleurs. Bon, quelle sensibilité les animaux ont. Qu'ils aient la vie la plus naturelle possible. Qu'est-ce qu'on en met derrière ça? Il y a aussi question de la fin tragique. Voilà, donc c'est intéressant si on peut aussi aborder ça. Et puis quel élevage on fait? Donc je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour creuser tout ça. Mais donc voilà, on fait appel à votre expertise et votre expérience pour voilà, baliser un petit peu les choses par rapport à ces différentes questions. Donc je précise que donc, je suis vice-présidente d'Alsace Nature et je travaille beaucoup avec France Nature Environnement et aussi régulièrement avec des grandes associations de bien-être animal comme CWF ou Well Farm. Et donc ce que j'apprends ici, parce que je dis bien ce que j'apprends ici, j'essaierai de le porter aussi ailleurs. Donc en fait 2 thèmes sont posés ici. Qu'est-ce qui est bien en élevage, qu'est-ce qui n'est pas bien? C'est ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez présenté. Et puis le thème, c'était la relation homme et animal. Et donc on va faire un peu le lien entre ces deux thèmes. Et je voudrais commencer par l'empathie, parce que j'y ai beaucoup recherché. Parce que la question que je me suis posée, c'est pourquoi il est tellement difficile de faire avancer le bien-être animal et pourquoi on rencontre autant d'opposition dans les commissions agricoles, par exemple. Pourquoi il y a tellement de miettes face au bien-être animal, alors que ça paraît quand même être une évidence. Et donc j'ai commencé à voir ce que c'est l'empathie. Donc l'empathie, c'est de pouvoir ressentir ce que ressent l'autre. Et ça se passe un peu comme une contagion, c'est-à-dire vous souriez, donc ça prend le sourire aussi. Quelqu'un qui fait une figure triste, ou de la peur, bon, ça nous prend et c'est une réaction spontanée, immédiate, automatique, quand ça fonctionne. Et ce message de l'émotion ressentie peut passer par le visage, beaucoup par l'expression du visage, mais aussi par des cris, par exemple, ou par des gestes. Et donc, ça nous contamine et nous ressentons la même émotion. Ça marche comme ça entre humains et le bébé apprend ça quand il est tout petit avec sa maman. Quand il échange les regards, c'est quelque chose de très important. Et avec les animaux, nous avons aussi la capacité d'empathie. Quand nous voyons un animal blessé, ça peut nous faire mal. Ou des chiens qui jouent, le bonheur, on se sent heureux à les voir. La vache qui lèche son veau, ça nous prend au cœur. Un cheval tout seul, on sent bien que quelque part il est solitaire, il est seul. Alors, il peut y avoir des erreurs. Par exemple, bon, le chien, mais il fait froid, je vais lui mettre un manteau. Oh, la vache dehors ou le cheval, là, il fait froid, on va vite le mettre dans une étable bien au chaud. Et on voit avec des exemples comme ça un peu bidons qu'il y a quand même besoin d'avoir des connaissances aussi. Donc il y a un deuxième niveau d'empathie qui prend en compte la connaissance. Et c'est juste comme ça aussi envers l'humain, parce que si je connais l'histoire de mon voisin, qu'il a eu des difficultés, qu'il a un deuil ou je sais pas quoi, ce que je sais, c'est important pour moi, pour pouvoir ressentir ce qu'il ressent. Et donc il y a ce besoin de connaissances. Alors au niveau des connaissances, il peut aussi y avoir des connaissances qui sont justes, il peut y avoir des erreurs. Et
un exemple très lourd à porter, hein, c'est l'exemple de la douleur. La douleur peut être exprimée de différentes façons. Et il y a aussi un formatage culturel ou familial. Il y a des gens qui expriment fortement la douleur, il y a des gens qui ressentent aussi plus fortement, il y a des gens qui ne l'expriment pas, et il y a des gens qui exagèrent. Et donc, c'est pas du tout si évident que ça de prendre vraiment la mesure de la souffrance de quelqu'un d'autre. Donc, il faut de la connaissance en plus, il faut se donner la peine aussi. Et donc avec les animaux, c'est pareil, et encore beaucoup plus, parce que les animaux, ils n'ont pas des visages comme nous, donc ils n'ont pas la même expression des visages. Et encore, il y a maintenant des chercheurs qui essayent de mettre au point, ou qui mettent au point, donc des guides de ce que signifie l'expression du visage d'un cheval ou d'une souris qui peut exprimer la douleur et des choses comme ça. Donc il y a ce risque d'erreur. Et là, je voudrais donc, au sujet de la douleur, mettre le doigt sur quelques erreurs qui sont très courantes dans le milieu agricole et qui en fait viennent aussi du milieu de la recherche et du milieu vétérinaire, parce qu'il y avait bien une école vétérinaire à l'ancienne qui était une école de l'abrutissement. Et comme on disait autrefois, les petits bébés ils ne ressentent pas la douleur. Bon, pour les animaux, c'était encore 10 fois pire. Et donc, par exemple, vous prenez le porcelet, à la castration, il crie. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous disent, oh ouais, mais de toute façon, quand on l'attrape, il crie. Et puis bon, c'est pas si grave, et après la castration, bon c'est sûr, c'est pas agréable, mais bon, la castration est vif, mais bon après il va téter, donc c'est la preuve que c'est pas si grave du tout. Et en fait, ce sont pas du tout les mêmes cris. Quand on l'attrape, bon il crie, parce que bon c'est peut-être un prédateur, donc il appelle sa maman au secours, elle va courir, elle va le défendre. Quand il a vraiment mal, au moment de la castration, c'est un tout autre cri, il y a des enregistrements qui le prouvent. Et puis il y a aussi des dosages et tout qui ont une signification tout à fait relative. Mais ce qui est quand même assez renversant, qu'on a besoin de piles d'études scientifiques pour prouver qu'une castration à vif fait très mal au porcelet, alors que ça ne viendrait à l'idée de personne de faire ça à un chien ou à un chat domestique aujourd'hui. Et donc ça se fait toujours comme ça. Alors il y a aussi la castration avec l'anneau, par exemple, comme on fait sur les veaux. Donc on pose un anneau qui va donc étrangler les testicules et donc qui va les faire nécroser. Et sur le moment, évidemment, l'éleveur, bon, il remarque pas grand-chose. Ça fait pas une explosion, quoi. Mais pendant les semaines qui suivent, l'animal a mal quand même. Et tout ça, c'est des choses qui ont été prouvées donc par des études scientifiques très fines, où on observe vraiment l'animal, où on l'observe de très près, comment il se positionne, est-ce qu'il gratte, est-ce qu'il bat de la queue, est-ce qu'il mange un peu plus ou moins, il se couche plus, il disait voilà. Donc des études très, très précises, des études comportementales pour prouver donc qu'il y a douleur. Et il y a un point aussi qui est important à savoir, c'est que des animaux qui sont des espèces proies, ils craignent donc le prédateur. C'est-à-dire un porcelet ou même une vache, elle exprime peu sa douleur, parce que si le porcelet ou le veau il serait là à hurler, ben le prédateur il se dirait ben voilà c'est mon déjeuner, c'est facile à prendre. Et donc pour ça ils vont plutôt cacher leur douleur et ne pas l'exprimer. Et tout ça, il faut le prendre en compte, et d'où aussi le retard dans la mise en évidence et la reconnaissance de toutes ces douleurs et du traitement de toutes ces douleurs. Et donc, c'est en fait assez récemment aussi que dans les écoles vétérinaires, tout on prend en compte au-delà de la douleur, au-delà des chiens et des chats, où il y a une demande forte des propriétaires. Et donc, on accuse souvent les gens qui font preuve de sensiblerie, d'anthropomorphisme,
On dit voilà, mais voilà, vous prêtez des émotions humaines aux animaux, mais c'est pas ça, vous êtes vraiment, voilà, vous faites de l'anthropomorphisme, vous croyez que vous faites comme si les animaux étaient des humains. Et puis, donc ça c'était la science autrefois, il était quasiment interdit de parler des émotions des animaux. Et puis ça a totalement changé, heureusement, donc maintenant la science elle a quand même reconnu que les animaux ils ont les mêmes émotions que nous. Il n'y a pas à tergiverser, c'est le fait. Et donc, c'était la science qui avait tout faux. Et donc, vous voyez, comme c'est difficile, on a besoin de connaissances, mais ceux qui auraient pu nous fournir les connaissances, la science, d'abord, ils avaient tout faux. Et, puis et finalement, c'est l'homme de la rue qui dit une castration à vif, c'est quand même... arrêtez, quoi. C'est l'homme de la rue qui finalement a raison avec sa sensibilité, avec l'empathie, avec l'émotion. Et donc il faut rétablir la valeur de l'émotion, c'est pas du tout quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui nous rend humains et qui est la base aussi de la communication avec les animaux. Et qui est aussi la base d'être bien avec des animaux. Pourquoi nous avons envie de vivre avec des animaux? Alors bon, moi je dis toujours, bon, les animaux ils ne nous critiquent pas. Mon chien il va pas me critiquer. C'est sympa, c'est pratique, c'est agréable. Mais alors il y a quand même, bon, il y a un plaisir de vivre avec eux. Je pense que ça passe un peu par l'ocytocine aussi, d'être proche d'eux. C'est quelque chose qui est agréable, c'est comme on caresse son chien, on est bien, le chien aussi est bien, donc il y a des charges d'ocytocine, donc il y a des phénomènes hormonaux qu'on peut mettre en évidence et qui apportent du bien-être. Et je n'ai pas trouvé d'études qui vérifient ça avec les éleveurs, mais je pense qu'il y a quand même un vrai bien-être d'être avec des vaches et d'être bien avec des vaches. Et moi, je pense que ça doit être très très fort. Et puis je pense qu'il y a aussi le fait... tant que vous avez un troupeau, disons c'est quand même très archaïque d'avoir des troupeaux. S'il y a de beaux troupeaux, c'est qu'on n'a pas faim, c'est qu'il y a à manger, je veux dire, c'est quand même une sécurité pour l'avenir. Il y a des troupeaux, donc on a à manger pour sa famille, hein, voilà. Je pense qu'il y a toute une assurance. Et puis il y a aussi le fait que les animaux sont vigilants. C'est-à-dire on est avec des animaux. Je veux dire, s'il y avait vraiment un vilain prédateur quelque part, les animaux, ils alerteraient. Les animaux, ils sont vigilants aussi, ils sont plus capables que nous d'être vigilants. Donc je pense que si on est en paix avec un troupeau, ça signifie aussi qu'il y a la paix quelque part. Et moi, je pense, enfin disons, c'est comme ça que moi, vous vous direz si c'est vrai ou si c'est faux. Mais disons, c'est comme ça que j'imagine le bonheur de vivre avec des animaux. Et alors, pour en revenir à cet anthropomorphisme, donc pour moi, le pire des anthropomorphismes, il est quand même chez les éleveurs, enfin chez certains. Chez les éleveurs qui confondent le bien-être des animaux avec le bien-être de leur portefeuille. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important qu'on rencontre régulièrement et qu'il faudrait corriger parce que c'est vrai, des animaux qui sont malades ou qui crèvent ou des vaches qui boitent et qui ne sont pas bien et qui sont stressés et tout, ça ne produit pas, ça a un impact sur le porte-monnaie, c'est tout à fait clair. Une fois que c'est très grave et que c'est avancé, c'est très clair. Qu'il y a un impact sur le porte-monnaie et on peut dire, voilà, si les animaux crèvent et qu'ils sont malades, voilà, ils ne produisent pas et l'éleveur ne gagne pas sa croûte, ça c'est clair. Mais le système actuellement, il est quand même tellement sophistiqué que ce principe simple, il est contourné de tous les côtés. Parce que déjà au niveau génétique, on a des animaux qui produisent. Ils ne peuvent pas faire autrement que produire. Alors là, on est chez les porcelets, on est dans les volailles. Les volailles hyper productives à croissance rapide, eh ben, ils produisent. Et comment ils produisent? Mais ils ne sont pas bien pour autant. La truie hyper prolifique, elle produit toujours plus de porcelets, mais elle n'est pas bien pour autant, bien au contraire.
Et donc la poule pondeuse même, donc j'ai vu une étude où quelqu'un avait pris donc, des poules qui étaient blessées, enfin qui avaient vraiment un problème, et bien, elles ont continué à pondre, même si globalement sur des poules qui vont pas bien il y a une baisse de la ponte, mais la poule individuelle, elle peut pas appuyer sur un bouton d'arrêt de la ponte, elle pond quand même. Donc c'est pas aussi simple, il faut pas laisser dire ça. Oui, de toute façon, l'éleveur, tout va bien, allez, il n'y a rien à voir, tout va bien, parce que de toute façon, si le bien-être n'était pas bien, ben, l'élevage ne serait pas là, et le producteur ne serait pas là, et puis... Bon, mais c'est ce qu'on nous dit aux enquêtes publiques régulièrement, les enquêtes publiques sur les élevages industriels, c'est ce qu'on nous répond. Alors, ce qu'on voit ici, c'est tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. Mais disons là aussi, quand on veut vous parler bien-être animal, on vous envoie un producteur laitier. Parce que les producteurs laitiers ont une relation avec leurs animaux, alors que celui qui a 100 000 poulets, la relation avec l'animal, il n'y en a plus. Alors, la question de quels sont des bons systèmes, quels sont des mauvais systèmes, pour moi, il faut répondre aux besoins des animaux. Donc il faut la connaissance, il faut connaître les besoins des animaux par espèce par espèce. Et ce sont des besoins physiologiques, des besoins comportementaux et des besoins affectifs. Et là, les besoins affectifs, c'est Jocelyne Porcher qui m'a mis le nez dessus, et je pense que c'est très important. Et c'est ce qu'on voit aussi dans ces bandes annonces, c'est qu'il y a un intérêt pour les besoins affectifs des animaux. Et puisqu'on pourrait rajouter encore, c'est le respect de l'intelligence des animaux. Parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent faire et vivre dans un comportement, s'adapter, avoir des attitudes intelligentes. Et tout ça, si vous regardez le film entièrement, ce que je vous recommande vivement, vous voyez que les éleveurs qui sont là-dedans, ils s'intéressent aussi, ils sont aussi à l'écoute et dans le respect de l'intelligence de leurs animaux. Et d'ailleurs, il y a un film de CIWF qui est marrant, qui est bien. À la fin, on voit un cochon devant un ordinateur. Et le cochon, il a comme tâche, avec son truc là de l'ordinateur, il doit mettre une balle rond dans un carré. Et puis, s'il met avec son truc là, avec le coin, il bouge son machin, il arrive à faire bouger donc le rond sur l'écran d'ordinateur dans le carré de l'écran d'ordinateur, et quand il réussit, il a une friandise. Et le cochon arrive à le faire. Et le chien, il n'arrive pas à le faire. Et bon, pourtant, ils sont intelligents tous les deux, et donc on ne peut pas dire que l'un est idiot et l'autre pas. Mais bon, ça dépend aussi toujours quelle tâche on leur demande de faire. Et puis évidemment, avec une poule, il faut aussi leur demander une tâche qui répond à l'intelligence de la poule. Alors la question, c'était aussi... Moi, pour savoir... La question, c'était aussi comment évaluer le bien-être objectivement. Parce qu'on a dit qu'il faut des connaissances, il ne faut quand même pas partir juste dans l'émotion, il faut quand même vérifier tout ça. Bon, il faut l'empathie et l'émotion, c'est très bien, il en faut. Mais après, il faut vérifier ça, il faut de la rigueur dans tout ça. Alors, je vais juste me prendre un truc là, parce que je vais vous le lire, parce que je n'ai pas appris par cœur ma petite poésie. Donc, la définition la plus courante ou les approches scientifiques sur laquelle les approches scientifiques se basent, c'est les 7 libertés, les 5 libertés que vous connaissez peut-être. Donc liberté, c'est un mot qu'on a traduit de l'anglais, ça veut dire être libre de, c'est-à-dire absence en fait. Donc première, absence de la faim et de la soif, par un accès aisé à de l'eau fraîche et à une alimentation qui maintient la pleine santé et force. Oh oui, si vous prenez cette définition au sérieux, une alimentation qui maintient la pleine santé et force. Le foie gras, il est out, parce qu'il ne maintient pas du tout la pleine santé et force. Et donc la bio, vraiment, je pense que c'était vraiment un coup de génie de l'agriculture.
culture biologique de rester ferme sur ce principe de l'alimentation physiologique et saine. Très important. Donc, deuxième liberté, ou plutôt absence d'inconfort, en mettant à disposition un environnement approprié, incluant un abri et une aire de repos confortable. Ça veut dire en pratique litière. Donc là aussi, on est dans le cahier des charges bio, alors que le cailleboutier intégral, au niveau confort, c'est pas ça. Et la cage, pas non plus. Le cage, grillage et tout ça. Donc on est vraiment... l'agriculture bio est bien. Ensuite, absence de douleur, de blessures et de maladies par la prévention ou par un diagnostic et un traitement rapide. Et là, il faut quand même voir que la plupart des systèmes industriels actuels, ils génèrent des lésions, des maladies, des pathologies. Donc, quand même, on peut en faire toute une liste. Et puis bon, pour le traitement de la douleur, la bio a vraiment des progrès à faire. Et j'espère que ces progrès seront très 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 rapides. Alors, quatrième liberté, alors là c'est vraiment une liberté, c'est la liberté d'exprimer le comportement normal, donc le comportement naturel d'une espèce, en mettant à disposition suffisamment d'espace, un équipement approprié et la compagnie de congénères. Donc suffisamment d'espace pour qu'ils puissent bouger, parce que c'est déjà ça le problème, qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent marcher. Comment voulez-vous qu'il exprime un comportement s'il n'a même pas la place pour marcher et pour courir et pour battre des ailes? Ce qu'on a quand même très couramment. Un équipement approprié, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement, c'est-à-dire de quoi prendre des bains de poussière pour les poulets, des matériaux manipulables pour les porcs, et des choses comme ça. Et la compagnie de congénères, donc là, on revient dans les besoins affectifs. Ensuite, l'absence de peur et de détresse, et puis bon là, on est plus près du transport et de l'abattage, en assurant des conditions et un traitement qui évitent la souffrance mentale. Donc, voilà, donc les systèmes majoritaires aujourd'hui, bon, ils ne garantissent pas du tout ça. Donc voilà, ça c'est la grosse définition qui est à peu près la base des travaux qui sont actuellement sur le bien-être animal. Alors, on a maintenant vraiment, on est à la recherche de systèmes d'évaluation. Donc voilà, on va sur une ferme, est-ce que les animaux sont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien? Il faut évaluer ça. Et il y a donc beaucoup de travaux et de recherches là-dessus. Et alors là, il y a un problème. Parce que on a une logique qui est très juste. On dit voilà, à quoi ça sert que l'animal a de l'espace, qui peut sortir, qui voilà, ceci et cela. Mais finalement, ils sont quand même malades, ils sont quand même bourrés de parasites, ils boitent et tout ça. Donc, on dit, très logique, il ne faut pas seulement évaluer le système, c'est-à-dire mesurer combien de mètres carrés, est-ce qu'il y a une corrette, est-ce que, voilà, mesurer les mètres carrés, mesurer la longueur de l'auge ou le nombre de pipettes à eau pour les poulets. Donc, pas seulement mesurer l'équipement, mais aussi faire des évaluations sur l'animal. Donc, on va y aller, on va regarder est-ce que l'animal, est-ce qu'il a des blessures, par exemple les poulets, pour de dermatite, est-ce que les pattes des poulets sont pourries ou pas, est-ce qu'il y a des lésions du bréchet, est-ce que pour les vaches, est-ce qu'il y a des frottements et des blessures au niveau des jambes, est-ce qu'il y a des boiteries, est-ce que, voilà. On va regarder sur l'animal et on va mesurer ça. Alors, c'est très bien, c'est logique, vous êtes convaincus qu'il faut aller voir sur l'animal. Mais alors le problème, c'est qu'on va aller voir sur l'animal dans des systèmes industriels, donc vous avez des cages batteries, et puis vous allez faire l'évaluation du bien-être sur les poules qui sont dans les cages batteries. Et donc forcément, vous pouvez avoir des cages batteries où il y a 3% de mortalité, des cages batteries où il y a 6% de mortalité, où les plumes sont comme ci ou comme ça peut dépendre d'un tas de choses. L'état des plumes, du piquage, de la mortalité, etc. Mais en fait, donc, le système d'évaluation est construit de telle façon qu'un système en cage batterie peut avoir une note potable. Donc peut avoir des résultats potables si les animaux, s'ils sont l'emplumage, les plumes
Sur les poules, sont encore relativement présentes, qu'il n'y a pas trop de mortalité, voilà, donc on peut, voilà, il y a de grosses différences entre cage-batterie, comme entre élevage bio aussi. Et donc pour moi, le gros danger, il est là, c'est la construction des systèmes d'évaluation qui peuvent permettre de déclarer, voilà, correct, acceptable, un système qui, pour d'autres raisons, ne peut pas l'être. Par exemple, du porc sur cailloutis intégral, bon, il manque quand même toujours quelque chose au porc. Ils n'ont pas de litière, ils ne peuvent pas manipuler, ils ont très peu de place, ils sont entassés, donc ils sont dans l'odeur du lisier, donc il y a tous ces problèmes-là. Et par exemple, il y a donc un gros projet européen sur l'évaluation du bien-être, Welfare Quality, ça s'appelle, et donc ils ont fait l'évaluation sur les porcs, et ils ont donné aux matériaux manipulables au fait que les porcs puissent, avec le groin, explorer, mâchouiller, ingérer de la paille, ou autre chose, ou du maïs, ou n'importe quoi, ou du foin. Ils ont utilisé quelque chose à manipuler. Donc ce fait-là, à s'occuper, ce fait-là a eu un facteur de pondération tout à fait minime. Donc la manière de définir les facteurs de pondération ont permis de passer en acceptable des systèmes qui ne le sont pas. De même, dans ce système d'évaluation, on a quand même complètement laissé de côté que les truies en maternité sont dans des cages où elles ne peuvent pas se retourner. Donc, même des systèmes très scientifiques nécessitent quand même être un peu attentif et à ne pas, disons, à garder son esprit critique. Alors aujourd'hui, très souvent, les systèmes sont construits avec des associations de protection animale, et puis on va dire, voilà, on a construit ça avec CIWF, avec Welfarm, et puis c'est vrai, il y a beaucoup de discussions, actuellement, il y a de plus en plus de dialogues, et c'est très positif, hein, c'est très, très intéressant. Mais ce n'est pas pour autant que forcément les ONG de protection animale cautionnent ce qui en sort. Il faut pas, donc il faut bien garder en tête qu'il faut des indicateurs sur l'animal pour voir si les animaux ne pointent pas, s'ils n'ont pas des lésions, des blessures, des maladies, etc. Mais il faut aussi des indicateurs sur le système, donc il faut qu'ils puissent sortir au plein air, il faut qu'ils aient de la litière, donc il y a aussi des indicateurs de système, de qualité du système à voir, il faut combiner avec les deux. Alors, donc la question, quel est le bon élevage? Moi je parle un petit peu dans l'utopie. Donc on a déjà vu, je pense que les questions qu'ils posent là, c'est vraiment les bonnes questions. Je suis vraiment très très contente et très très rassurée, parce que là, la bio, elle est vraiment d'avant-garde, elle va dans la bonne direction. Alors après, ce qui reste, c'est les veaux laitiers. Les veaux laitiers, les mâles laitiers, donc personne n'a la solution actuellement. Donc là, il faut vraiment travailler, parce que, disons, ça ne va pas d'avoir un système bio qui est complètement top, qui est au top, et puis il y a une catégorie d'animaux, c'est-à-dire les petits mâles, qu'on envoie en standard, qui chopent toutes les misères. Et par exemple, en porc, l'hyperprolificité des truies, le traitement de la douleur, là il y a vraiment, c'est vraiment très mal en point actuellement. Les exports en vif, donc ça c'est aussi un problème où, disons même les chèvres de réforme, les brebis de réforme, les mâles engraissés, tout ça, bon, ça peut partir en Libye, ça peut partir en Égypte, en Liban, etc. Beaucoup de broutards, de plus en plus de broutards qui partent en Turquie. Je veux dire, moi, si j'étais éleveur, je ne voudrais pas faire ça. Disons, moi, ça me dérange vraiment beaucoup que ces choses-là se passent encore. Alors, il y a l'abattage en soi. Donc, moi, je pense que la mort, ça fait partie de la vie. Et puis, dans la mesure où les animaux, ils se reproduisent, ben forcément, il faut qu'il y en meure. Je veux dire, les souris, elles sont toutes mangées par quelqu'un. Et puis on va pas s'émouvoir pour ça, c'est dans la nature. Je dis, moi, ça me pose pas de problème. Par contre, le mode d'abattage, oui, et donc je trouve que le travail aussi qui est fait avec la Confédération paysanne autour de Jocelyne Porcher sur l'abattage à la ferme,
c'est vraiment quelque chose d'absolument prioritaire et de très très important. Et il faut qu'on soit tous derrière et qu'on appuie ça. Voilà, et puis bon, globalement, donc pour l'avenir, et puis je pense que ça va rejoindre un peu la conférence qui s'était faite avant, pour nous, donc autant France Nature Environnement que Collectif Plein Air, le gros enjeu, c'est quand même pour l'élevage des animaux de faire moins et mieux. Parce qu'on ne pourra pas faire mieux si on ne fait pas moins. On ne pourra pas respecter l'environnement si on ne fait pas moins. Parce qu'on dit le poulet fermier, il mange beaucoup plus que le turbo poulet industriel. Et ben, il mange plus de céréales, donc en même temps, il ne faut quand même pas donner trop de céréales aux animaux, donc il faut en faire moins. Il faut en faire moins, il faut que les recycleurs deviennent des recycleurs, que les ruminants soient les ruminants qui... bon, voilà. Donc, pour moi, c'est ça la solution, c'est moins et mieux. Et donc, c'est toute la question de l'INRA, par exemple, qui travaille sur l'augmentation des performances des animaux. Et l'augmentation des performances des animaux a quand même des limites éthiques disons qu'il faut vraiment respecter. Donc, ça va être moins. Merci. Alors peut-être justement Mathieu, puisque la transition est aux trois quarts faite. Donc Mathieu, tu vas te présenter là où tu travailles. Et vous travaillez bien sur la complémentarité entre les différentes espèces sur la ferme. Donc est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Donc oui, je m'appelle Mathieu. Je témoigne au moins autant personnellement que par le biais de mon travail, puisque je travaille à l'INRA à Mirecourt. Alors l'INRA de Mirecourt est un site de l'INRA où on travaille sur l'agriculture biologique depuis 2004 et où du coup on travaille sur non seulement l'agriculture biologique mais aussi l'autonomie la plus autonome et économe possible, en faisant le pari qu'en fait en achetant le moins possible à l'extérieur, ça nous oblige à trouver des complémentarités fortes entre culture et élevage, et que du coup ça nous oblige aussi à trouver des systèmes pour recycler les éléments au sein même de la ferme. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais du coup de produire des systèmes agricoles moins polluants d'un point de vue environnemental. Voilà. On a eu un gros virage au niveau de l'INRA de Mirecourt là depuis 2 ans, puisque on est passé de l'enjeu de conduire des systèmes agricoles autonomes à conduire des systèmes agri-alimentaires autonomes. Donc en gros, comment cette ferme-là peut être contributeur d'une part d'autonomie alimentaire sur Mirecourt. Et donc pour nous, ça passait notamment par une certaine diversification des productions. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus dessus, si jamais vous voulez en parler. Peut-être quelques exemples quand même sur les... Ouais, alors peut-être juste avant de parler d'exemples, donc pour terminer ma présentation, enfin qui je suis, c'est aussi d'où je viens. Et en fait, je suis lorrain, je viens d'à côté de Nancy, de famille agricole au départ. Et juste pour resituer par rapport à ce qui a été dit, mon grand-père a 90 ans cette année, un de mes grands-pères a 90 ans cette année, et il y a quelques années, je lui disais alors, pépère, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de l'évolution agricole aujourd'hui, et toi, qu'est-ce que tu regrettes le plus, à la limite, aujourd'hui? Et il me dit, moi j'ai commencé à labourer avec les bœufs au départ parce qu'il n'y avait pas de chevaux, donc j'ai commencé à labourer avec les bœufs à l'âge de 6 ans. Dans des conditions incroyables, quoi. Les bœufs, ils s'enfonçaient jusqu'au poitrail et tout, donc on ne se rend pas compte aujourd'hui de l'avancée technologique et de l'avancée de l'agriculture, quoi. Et pourtant, 60 ans, 70 ans, ou même 90 ans aussi, ça ne représente rien, quoi. Et donc, il me disait, moi, mon plus gros regret aujourd'hui, c'est d'avoir... donc, il a eu son premier tracteur à 25 ans. Et donc, depuis, forcément... le tracteur a pris le pas, quoi. Et lui disait, au final, ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est la relation avec mes chevaux. Voilà. ça m'émue encore. Ouais, bref, donc j'ai passé là-dessus. Mais tout ça pour dire que les gens qui travaillent avec des animaux, c'est sûr que ça fait partie de leur vie. Voilà. Excusez-moi, je ne pensais pas... Je vais reprendre mon esprit.
Et donc, tout ça pour dire aussi que dans les enjeux qu'on a au niveau de l'INRA, donc, on a accueilli une troupe de moutons depuis peu de temps, depuis quelques mois. Et ça m'amuse encore maintenant de voir, donc là les agneaux sont en train de naître, il y a plein de vie, c'est super. Et ça m'amuse encore de voir l'organisation en fait de la troupe, là, des journées comme ça où il fait super chaud. Et ben en fait, il y a quelques brebis qui restent à l'ombre avec tous les agneaux autour d'eux. Et puis toutes les autres brebis, elles vont pâturer, et puis à un moment donné, tac, ça échange, on voit que les brebis qui pâturent, elles vont redonner à boire à leurs agneaux, et puis ça échange, donc il y a un système de nourrice qui existe, etc. Donc ça c'est intéressant. Dans les autres choses que je voulais témoigner, c'est qu'on accueille depuis quelques années beaucoup de visites sur Mirco. Et alors, encore une fois, je suis originaire du milieu agricole, et il y a des choses qui sont comment je vais dire, dans la normalité, quoi. Donc par exemple, les veaux des vaches, les vaches c'est fait pour faire du lait, quoi. Donc les veaux, c'est sûr qu'ils sont élevés dans des cases et puis c'est normal. Un autre exemple, les taureaux c'est dangereux. En laitier, les taureaux c'est dangereux. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de taureaux dans les troupeaux, parce que vous vous rendez pas compte. Et puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est dangereux. Alors, clairement, il y a des accidents tous les ans, etc. Donc ça représente quand même réellement un danger. Hein? Et je dis ça parce que quand on a des visiteurs sur la ferme, ça fait partie des choses qui les interpellent, en disant mais vous avez des vaches, mais ils sont où les veaux? Ah bah non, mais attendez, les veaux ils sont là-bas, parce que quand même il faut contrer économiquement. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de taureau? Bah non, on choisit l'insémination artificielle, mais du coup les vaches elles sont pas malheureuses, et là on dit je sais pas, Et donc tout ça, ça fait partie des choses qui je pense font partie des enjeux important pour la suite des années prochaines. C'est la déconnexion assez forte, je trouve, entre l'imaginaire du grand public, entre guillemets, ou des gens qui ne connaissent pas bien l'agriculture, ou qui en connaissent ce que l'on répétait ou ce que l'on racontait leurs grands-parents, et puis l'agriculture d'aujourd'hui. Et bon, je vais dire, même en agriculture bio, on a quand même des pratiques, des façons de voir l'agriculture qui a évolué depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années. Alors vous allez dire heureusement, mais ça n'empêche que dans l'imaginaire collectif, ça n'a rien à voir en termes de... Et donc pour terminer, Alain, pour des choix au départ purement techniques, agricoles, etc., on a fait le choix, depuis quelques années, d'élever des veaux, non pas avec des biberons, de lait de vache qu'on traîne sur place, etc. Bon, c'est pas le problème de où provenait le lait, mais on a fait le choix d'élever ces veaux-là, qu'on gardait, donc les femelles de renouvellement, on les garde maintenant, on les élève sous des vaches nourrices. Donc c'est-à-dire qu'on prend quelques vaches dans le troupeau, qu'on destine non plus à produire du lait pour vendre, mais qu'on destine à produire du lait pour élever des veaux. Et donc ces vaches-là, dès qu'elles ont eu leur veau, elles se retrouvent avec la mission pendant 10 mois, donc c'est quand même pas rien, d'élever, donc toute une saison, d'élever 3 veaux. Et donc du coup on leur confie 3 veaux, donc il y a une phase un peu compliquée d'adoption au départ, pendant une semaine on fait quand même attention à comment ça se passe, etc. Et puis après on lâche tout le monde en pâture. Alors nous, je vais dire les grands mots, scientifiques et tout, et puis même d'avoir travaillé en agriculture bio pendant, ça fait quand même 12 ans là, qu'on teste ces modèles-là, et globalement on a été quand même surpris de plusieurs choses. La première chose dont on a été surpris, c'est que quand on élevait des veaux au biberon, ils avaient donc à disposition du foin pour quand même qu'ils puissent commencer à y manger, machin et tout, et que la flore se développe, la flore intestinale se développe, etc. Bon, quand on commençait à voir les veaux la tête dans le foin, ils avaient quand même un bon mois, quoi. Voire souvent plutôt 6 semaines. Et là, avec les vaches, on observe des veaux qui ruminent pour de vrai entre une semaine et 15 jours, quoi. On dit c'est pas possible. Si, parce qu'il y a un effet comportemental qui est vraiment très important. Un autre exemple, c'est quand on va voir les vaches avec les veaux en pâture, on se rend compte qu'il faut faire vraiment attention à la vache qu'on choisit pour être nourrice. Parce que si la vache elle est peu heureuse par rapport à nous, parce que ça c'est dans les comportements, tous les veaux vont suivre la vache, et donc du coup les veaux on va plus pouvoir les attraper, quoi.
Alors que si on fait au départ le choix d'une vache qui nous connaît bien, qui est plutôt âgée, entre guillemets, qui a l'habitude, etc., qu'on peut se caresser et tout, bah, très rapidement on arrive à caresser les veaux sans aucun souci. Donc il y a un effet comportemental qui est vraiment très important. Voilà. Et puis, ouais, voilà. Si, enfin, je pourrais raconter ça encore temps, mais c'est pas le métier. Ouais, ce qui est marrant là, c'est qu'il m'est arrivé, je crois, il y a 15 ans, ou disons il y a longtemps. Moi j'étais déjà tracassée par cette histoire de séparer le veau de sa mère. Et c'était en fait depuis que j'ai vendu mon lait au lactarium, quoi, quand j'avais mes petits, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'est pas juste là, dans la production laitière occidentale. Et j'avais passé une fois à Mirecourt. Et il y avait donc la traite de disant, je lui ai demandé, il y avait donc un enseignant, quoi. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous ne laissez pas les veaux avec les vaches? Il m'a dit, mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte, la machine de traire, enfin disons, il passe dans la machine à se faire traire, et puis c'est le bordel avec les veaux et tout. Et puis après, j'étais, je sais pas, il y a pas très loin de Mirecourt, il y avait un vieil agriculteur biologique seul qui avait des vaches et il laissait les veaux avec. Je pense que c'était le plus simple pour lui. Et puis je voyais quoi, les vaches étaient traites et puis les veaux couraient autour et puis ils attendaient leur mère de l'autre côté de la salle de traite quand elle sortait. Et il n'y avait aucun problème comportemental. Là. Et disons, moi ça me donne vraiment beaucoup d'espoir que vous fassiez ça. Et d'ailleurs on le voit aussi, le FIBL a fait des études dans ce sens. Et disons, le gros chagrin, c'est toujours les veaux mâles, c'est-à-dire il faudrait qu'on puisse arriver à faire les veaux de boucherie de cette façon, ce qui signifie évidemment d'avoir un prix du lait qui serait un peu, voilà, qui supporterait le prix du veau. Est-ce que vous pensez que vous avez l'air de dire que c'est pas si important que ça? Est-ce qu'on pourrait faire des veaux de boucherie, des veaux mâles de boucherie, comme ça avec des nourrices, et donc leur éviter de partir dans les systèmes standards qui sont même assez épouvantables encore. En fait, techniquement, entre guillemets, nous, le choix de faire nos génisses sous des vaches nourrices, au départ, c'est encore une fois très pratico-pratique, en disant on va gagner la croissance, et donc du coup, on va pouvoir faire des génisses qui veulent à 24 mois au lieu de 36 mois. Et ça nous permettait de pouvoir accueillir des moutons sans aller racheter une ferme à côté de nous. Enfin, je caricature forcément. D'accord ? Voilà. Et donc du coup, techniquement, le fait d'élever des mâles sous des vaches, ça pose aucun souci. Et puis on réinvente la poudre, entre guillemets. L'élevage allaitant, ça se passe comment? Mais oui, c'est ça. Je veux dire, en élevage allaitant, les broutards, c'est quand même bien des veaux mâles qui grandissent en dessous des vaches allaitantes, quoi. Donc, il n'y a pas de raison, quoi, que ça passe pas. Après, concrètement, ça fait des veaux mâles qui ont 9 mois. Donc après, derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les vend en tant que broutards laitiers? Alors là, les filières vont commencer à tiquer un peu, mais limite, pourquoi pas. Et puis derrière, il y a tout l'aspect aussi... on a failli en faire sur Mirecourt cette année, pour vous dire tout. Et en fait, on a bloqué un peu au niveau des filières, parce que les filières nous disent « Ouais, mais c'est quoi? C'est pas du veau de lait parce que la viande va être rouge ou rosée. » Oui, forcément, ça a l'air. Oui, excusez-nous, c'est vrai que... Voilà, et puis derrière, ça va pas être du bœuf, ça va pas être du broutard, parce que les broutards c'est allaitant, donc du coup ça rentrait dans aucune case. Donc pour le coup, il faut réinventer entre guillemets des filières qui n'existent pas aujourd'hui, mais pour de la restauration collective par exemple, ou des choses sur place qui demandent de la viande entre guillemets de qualité et qui derrière n'ont pas de standards à respecter en termes de couleur, en termes de race, etc. Pour moi, il n'y a pas de souci, techniquement il n'y a pas de souci. Après c'est des codes, entre guillemets, c'est des standards, quoi. Mais disons, c'est tout le problème du veau clair et du veau blanc. Disons, c'est le problème, ce qu'on appelle, il y a tout le problème aussi de la tromperie, de ce qu'on appelle le veau sous la mer. Parce que le veau sous la mer, il est séparé de sa mère, il reste à l'étable et la mère, elle va au pré. Et tout ça pour avoir une couleur claire grâce à l'anémie. Et donc, heureusement, là aussi, félicitations à l'agriculture biologique qui ne veut pas de cette anémie, mais qui oblige à donner du foin ou de l'herbe au veau. Donc encore un point positif pour la bio, mais il faut l'expliquer aux consommateurs. Donc on a menti, on a raconté des conneries aux consommateurs pour maintenir ce veau blanc
Et moi j'ai regardé les cotations, le veau blanc, plus il est clair, mieux il est payé. Donc plus il est anémique, mieux il est payé. Je veux dire, c'est quand même, on est dans l'absurdité, il faut quand même faire sauter ce nœud d'imbécilité. Après, juste pour compléter, en effet, pour moi, il y a peut-être une petite amalgame entre le veau de lait et le veau sous la mer. Le veau de lait, en effet, doit être le plus blanc possible. Le veau sous la mer, il est pour le coup avec sa mère. Enfin, ou avec une vache en tout cas. Mais pour le coup. Peut-être, mais il va pas au prix. Les labels de veau sous la mer, ils sont en case. Il faut téter 2 fois par jour et puis ne pas aller au pré. Ça, c'est possible. Voilà, c'est ça. La plupart, ils vont pas, quoi. Je pense. Les veaux, non, ils sont dans des cases. Non, les veaux blancs, oui, les veaux de boucherie, oui, mais pas les veaux sous la mer. La plupart, ils sont au parc. Si on vous prend il y a le veau de boucherie de race à viande, quand il est labellisé, il s'appelle veau sous la mer. Et il peut téter, mais il ne va pas entrer. Il est dans une case sur la paille. Il est dans une petite case et puis il est censé aussi pas trop bouger parce que. Donc il y a quand même une tromperie là. Il y a tromperie. Et c'est un label et c'est de la tromperie. Et c'est ce genre de tromperie qui bloque le démarrage de filières rationnelles de ce que vous avez prescrit. Et d'ailleurs, ce qui se fait en Suisse, et si les Suisses peuvent manger ça comme un produit de qualité, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire ici. Après, peut-être juste pour faire le lien avec ce qui avait été dit au départ, même si on n'avait pas une entrée économique au départ, on avait une entrée agricole. D'accord ? Et on se rend compte que cette entrée-là n'est pas incompatible au final avec un mode d'élevage qui paraît plus, je ne vais pas dire plus proche des conditions naturelles, quoi. Voilà. Après, je pense que c'est ce que vous avez dit au départ, mais il y a tout un bon sens, entre guillemets. Alors avant, on appelait ça le bon sens paysan, maintenant je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais concrètement, vous disiez tout à l'heure, un ruminant, ça rumine. Bah oui, forcément. Un ruminant, c'est fait pour manger de l'herbe. Et on a l'impression de le redécouvrir aujourd'hui, sauf que concrètement, non mais, et c'est vrai, enfin je veux dire qu'aujourd'hui, même dans les élevages bio, il y a quand même beaucoup de ruminants qui mangent autre chose que de l'herbe. Et bon, alors c'est beaucoup moins en proportion que dans les élevages conventionnels, mais ça n'empêche quoi. Et un monogastrique, c'est fait pour normalement valoriser des résidus, des déchets. C'est un recycleur, c'est pas autre chose quoi. Et normalement, les cultures, c'est fait pour nourrir l'homme avant de nourrir l'animal. Et ben, voilà, on a l'impression de redécouvrir tout un tas de choses, alors qu'en fait, les générations qui nous ont précédés, qui ont travaillé, qui ont avec l'animal et qui ont observé pendant des générations, savaient tout ça quoi. Mais c'est pas forcément parce qu'on revient là-dessus qu'on n'est pas bon techniquement et économiquement. C'est plus ça que je voulais. On vous donne la parole. C'est pas un retour en arrière. Bonjour, merci pour vos explications. Moi j'ai une question un peu différente en fait, qui a quand même été un peu évoquée, mais ce qui me dérange, ce qui me gêne un petit peu dans la réflexion que je peux avoir en fait, c'est la durée de vie des animaux, qui finalement, dans le meilleur des cas, c'est la moitié de ce qu'ils auraient pu vivre. Donc du coup, même c'est du bien-être dans la ferme, on considère l'animal comme un moyen de production plus que comme un adjuvant, parce que on va inséminer une vache pour qu'elle fasse du lait, le veau il va partir à l'abattoir, que ce soit qu'il soit sous la mer ou pas, il va quand même partir rapidement à l'abattoir. Les vaches, elles vont perdre en rendement au bout de 10 ans, elles vont quand même partir 10 ans avant à l'abattoir. Les poules en bio c'est pareil, 3 ans après c'est fini. Et ça, c'est pas que du bien-être, c'est plus une question de bien-être animal, parce qu'il peut y avoir pendant les années de vie du bien-être animal, n'empêche qu'on les a considérés comme un outil de production, et que quand c'est plus assez productif, c'est fini pour eux. Disons, moi j'ai une approche un peu écologique aussi de la chaîne alimentaire, parce que si vous regardez dans la nature, vous regardez des bisons, des antilopes ou de n'importe quoi,
il y a quand même toujours une régulation. Il y a une régulation soit par les prédateurs, soit par les maladies, soit par la famine. Et la famine, la faim, c'est quand même le régulateur le plus incisif et le plus fréquent. La reproduction des sangliers ou des cerfs, c'est quand même piloté par la nourriture disponible. Et avec un hiver rigoureux, ils meurent. Il y a une mortalité forte. Mais on a engendré, on était à l'origine de la création de ces êtres vivants. C'était nous qui avons engendré ça. Alors qu'on peut... Je ne suis pas vegan, mais quand même c'est des questions. Quand je discute avec des gens, je comprends les ressentis là. On n'a pas besoin de toutes ces protéines animales pour vivre, et on les met quand même en place. Et il pourrait y avoir des animaux dans des parcs, s'il y aurait un cycle naturel qui se mettrait en place. C'est pas. Disons, il y a une question fondamentale, c'est quand même nourrir l'humanité. Elle augmente en nombre, malheureusement, et il faut espérer que ça va se réguler aussi rapidement que possible, mais en attendant, on va quand même essayer de ne pas laisser crever les gens de faim et les gamins dans tous les pays. Et la question, c'est vraiment comment arriver à les nourrir sans bousiller la biodiversité. Et ça veut dire qu'il faut quand même, disons d'après les études, les recherches que j'ai faites, il faut quand même avoir un mix pertinent de cultures, en particulier de cultures maraîchères, aussi de fruits pour la santé. Donc une grande diversité de nourriture, un minimum, disons, assez peu de monogastriques, quand même de granivores, parce qu'ils sont en compétition directe avec notre production de notre alimentation à nous. Et puis, il y a quand même des surfaces au niveau de la planète, beaucoup de surfaces en herbe qui ne sont valorisables, disons qui ne peuvent que passer par des ruminants pour produire de la nourriture humaine. Et ça me semble quand même assez difficile de remplacer ça. Et l'enjeu, je veux dire, le pilotage de tout ça, combien on va mettre sur des prairies, sur des ruminants, combien sur des cultures, combien de monogastriques maintenir pour nous nourrir, ça doit être réfléchi aussi en fonction de la biodiversité, c'est-à-dire arrêter la déforestation, arrêter le retournement des savanes, arrêter tout ce qui va par le retournement des cultures ou la déforestation, générer encore plus de gaz à effet de serre qui vont bousiller encore tout. Donc, et moi je pense qu'il y a vraiment là des trucs qu'il faut voir. Donc moi j'aimerais bien qu'on réduise l'intensité de tout ça. Je pense que déjà en bio, vous produisez quand même moins de lait par hectare. Et vous pouvez avoir plus de biodiversité par hectare. Et je pense que la tendance de produire moins, d'avoir moins d'animaux, là ce qu'on a vu, on passe de 90 à 70 vaches, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens, il faut continuer dans le sens d'allonger la vie. Peut-être qu'un jour on pourra se permettre de payer une retraite à une vache ou à une chèvre. Peut-être que, et pour la reproduction, alors on m'a dit, vous pouvez peut-être me confirmer ou pas, on m'a dit que pour les chèvres, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'elles n'ont pas besoin de faire un chevreau, un petit, chaque année, et qu'elles produisent du lait quand même. C'est un truc qui vient de Suisse, c'est d'ingénieur agronome, donc je pense que c'est pas complètement farfelu. Mais donc, tant qu'il y a reproduction, il y a mort. C'est inévitable. Après, on n'a pas la prétention d'avoir toutes les réponses aux questions. Mais c'est vrai que c'est une question importante. La question de l'équilibre des différentes espèces ou des différentes familles de nourriture, voilà, c'est des choses qui... Il n'y a pas de réponse. Non, peut-être juste mon point de vue, Franck, c'est que, à mon sens, il y a aussi un rôle ou une place en fait pour chaque espèce. Et moi je suis convaincu, mais c'est notamment la philosophie de tout le mouvement agriculture biodynamique par exemple, et c'est de dire qu'à un moment donné le ruminant a une place essentielle pour la fertilisation du sol, et puis aussi pour le lien entre la terre et le ciel, quoi. Et qu'à un moment donné,
si l'homme ne prend pas ce rôle en charge d'élever des animaux pour pouvoir aussi faire le lien que ces animaux-là puissent exister, comment dire, les animaux de rente ou les animaux domestiques, entre guillemets, ne sont apparus que par la place de l'homme, que parce que l'homme est là. Et aujourd'hui, une vache ou même un mouton qu'on laisse dans la nature, il va pas se reproduire longtemps, quoi. C'est clair et net, parce que c'est pas un chevreuil, quoi. Et moi, je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'homme d'élever des animaux pour que le paysage ne se referme pas complètement, pour que les espaces naturels puissent continuer à vivre, etc. Et pour continuer à avoir une diversité animale aussi, parce que sinon, on a entre guillemets que des espèces naturelles, sauvages, qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités non plus que les espèces domestiques. Enfin, moi, même sans parler de consommation et juste dans les cycles naturels, aujourd'hui, ça fait des milliers d'années que ça a été entamé et on aura du mal à faire marche arrière en 20 ans, quoi. Enfin, c'est mon point de vue. Quoi. Oui, tu peux compléter. Oui. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Mathieu. J'ai fait un stage avec une vétérinaire du Midi, Marie-Christine Fabet, et donc elle expliquait que l'animal il a sa place sur la ferme, mais il faut que l'éleveur soit clair justement avec pourquoi tel troupeau ou pourquoi plusieurs troupeaux, tel animal il a tel rôle, tel autre a tel rôle, donc avoir une attention sur le collectif et sur chaque individu. Et donc au départ il y a la naissance, après et puis à la fin il faut l'accompagner pour la mort, pour être clair, que lui communiquer avec lui. Et puis donc là il y a des choses qui se passent quand même beaucoup mieux, parce que l'animal il sait quelle sera sa fin et il est OK avec ça. À la suite lors d'un stage, c'était dans la Drôme, dans une ferme qui avait des brebis. Et puis ils ont vendu les brebis, et puis elles ont été reprises, le troupeau a été repris par des jeunes agriculteurs qui sont à quelques kilomètres de chez moi où j'habite actuellement. Et l'année passée, je suis passé voir au moment des naissances. Alors, il y avait plein de petits, et il y en avait un. Il me dit, celui-ci, il est mourant, il va mourir parce qu'il a une très basse température. Et puis il était dans une auge, alors donc je dis, attends, on va lui mettre du foin dessus pour le couvrir un peu. Et puis après je suis venu, je lui ai mis les mains dessus. Je fais un peu de reiki, des choses. Et puis j'ai laissé, puis après ils me disent, 10-15 jours après, dis donc tu l'as sauvé, il est vivant. Je dis oui. Et cette année, j'ai refait un stage avec Marie-Christine. Et puis au retour, l'éleveuse, elle me dit, tiens, on a des yaourts, parce qu'on a la première brebis, on a fait 2, et ils sont morts. Alors je lui dis, est-ce que vous les avez accueillis sur la ferme? Elle me dit, non, on a fait ce qu'on a l'habitude de faire, mais pas... Je dis, oui, l'important c'est d'être en attention. Et puis je lui dis, il me revient une chose, c'est que l'an dernier, quand le petit agneau qui allait mourir, quand je lui ai mis les mains dessus, il y a un moment, je me suis dit, oh là, tu vas te mettre en sauveur. J'ai dit, niet, enfin, surtout pas de ça. Et là, je reprends l'expression de Mathieu, je me suis connecté justement en terre, ciel, et en lui disant à cet agneau, tu es né ici, donc tu as le choix ou de mourir ou de vivre pour remplir ton rôle ici. Et donc, je pense que là, il a fait son choix. Donc, voilà, je pense qu'il y a... ton grand-père, il avait des chevaux. On est passé aux tracteurs, les petits tracteurs, les gros tracteurs. Maintenant, on a des tracteurs immenses.
c'est pas le tracteur qui a de l'importance, en fait, c'est l'homme qui est de plus en plus petit quoi, dans le système. Et maintenant, je pense qu'il faut retrouver des perceptions, retrouver du lien, quoi. Et voilà. Merci pour ces belles explications. Ça nous montre aussi qu'il y a des choses infinies à travailler, à découvrir, et au-delà des normes nécessaires, mais... Pour compléter aussi ce qui vient d'être dit, il y a des nouveaux métiers qui émergent depuis plusieurs dizaines d'années, c'est les communicants animaux. Et auprès d'eux, on apprend à améliorer notre relation à l'animal. Donc nous, on est arboriculteurs, on utilise des moutons dans les vergers pour entretenir les vergers, d'où l'importance d'avoir des animaux qui sont nos auxiliaires pour fertiliser, pour accompagner la fructification, parce que sans les animaux, au bout de quelques années, il n'y a plus de fructification. Donc ça aussi, c'est tout ce que nous apportent les animaux, bien au-delà des animaux d'élevage, de chair ou qui produisent du lait. Donc c'est vrai que l'animal, en premier lieu, nous apporte un apprentissage de comment être humain, comment s'améliorer en tant qu'être humain, comment améliorer notre empathie vis-à-vis du monde qui nous entoure, qu'il soit végétal, minéral, animal, humain et au-delà, angélique, je dirais. Et les communicants animaux, donc, depuis 2012, vous disiez les scientifiques maintenant prouvent les émotions des animaux, que c'est les mêmes que les émotions humaines, c'est vrai. Et les pensées également. Les animaux sont capables de choix, d'anticipation, de prise de décision. En fait, il y a très très peu de différence entre les animaux et les humains. Parce qu'il y a une intelligence, il y a une sensibilité, il y a une conscience. Voilà. En 2012, 12 chercheurs scientifiques mondiaux ont prouvé que la conscience animale existait, comme la conscience humaine. Donc il y a vraiment pas de différence. Les différences, elles se situent dans les qualités et les capacités de chacun. Et nous, donc, en tant qu'arboriculteurs et éleveurs, donc on était déjà très sensibilisés à tout ça, mais on a franchi aussi une étape supplémentaire de notre connaissance grâce à des communicants animaux. Alors, il y a des communicants qui sont très connus, comme Laila Del Monte, Anna Evans, mais il y en a d'autres, voilà, partout qui font ce choix de métiers formidables. Et nous, ça nous a permis de comprendre certaines situations, que ce soit avec nos moutons ou nos chiens de protection, parce qu'on a des chiens de protection pour se protéger des attaques de loups. Et alors voilà, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc on a des moutons Shropshire qui ne mangent pas l'écorce des arbres, donc ils peuvent demeurer à l'année dans un verger sans protéger les arbres. Et donc nos moutons ne mangent pas l'écorce, génétiquement ils ont cette capacité-là. Et on a un de nos béliers, donc tous nos béliers ont leur nom, leur caractère, etc. Et un de nos béliers qui, devant nous, mange l'écorce des arbres. Donc là pour nous c'est un choc. Et tout de suite on se dit, on a quelque chose à comprendre, qu'est-ce qui se passe? Donc on lui parle, on lui dit on n'est pas d'accord, on est un petit peu fâché, on discute avec lui comme on discuterait avec un être humain. Et 2 jours après il recommence, devant nous, toujours pareil. Et puis donc là on comprend pas trop, mais on comprend qu'on a quelque chose à comprendre, mais on cherche la cause, mais on n'identifie pas la cause. Donc c'est là qu'on fait appel à une communicatrice animale, et qui nous dit, en gros, je vous fais le résumé, donc Samy, il s'appelle Samy le bélier, et il lui dit, il y a quelque chose qui me pousse à le faire, ça me fait du bien à la nuque et aux jambes. Voilà, je m'étire et je mange l'écorce. Mais il lui dit pas vraiment, donc il lui dit ça, il donne pourquoi tu manges l'écorce, il lui répond ça, puis il lui dit mais je suis inquiet parce que là il y a une de mes copines qui est morte. Alors c'est vrai que à ce moment-là, une des 2 fois où il a mangé l'écorce des arbres, on donnait de la luzerne parce que pour complémenter, notre foin n'était pas assez riche. C'est une longue histoire, mais on est en soins et en entretien de vergers qui ne produisaient pas, qui étaient en voie de stérilisation, un sol très très pauvre. Donc notre foin était pauvre à cette époque, et donc pour complémenter, on leur donnait de la luzerne.
Et donc une brebis meurt en mangeant la luzerne, parce qu'elles sont très gourmandes, et voilà, elle meurt en s'étouffant devant les yeux de certains autres congénères. Et Samy est très touché parce que c'est une de ses copines. Et donc il dit à la communicatrice, mais ma copine est morte devant moi, j'étais très triste. Et puis surtout, je m'inquiète pour la ferme, pour l'avenir de la ferme. J'adore Ghislaine et Benoît, ils nous citent. Et ils sont très gentils, mais je les vois soucieux et courir partout. Et on a emmené une brebis dans une voiture blanche, donc il décrit une voiture blanche, etc. Et c'est vrai, on avait emmené la brebis morte dans le pick-up qui est blanc. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de soucis sur le bien-être de nos animaux, de notre ferme, etc. La conduite de bergers qui ne produisaient pas, les arbres en souffrance, etc. Et donc Samy avait aussi à cœur toutes nos difficultés. Et donc, alors nous ensuite, on a tout de suite compris quand il a dit ma nuque et mes jambes sont raides et ça me fait du bien de manger l'écorce. Et donc on a dit il manque de sélénium. Nous tout de suite ça a fait tilt, on s'est dit le bélier manque de sélénium, donc les animaux doivent tous manquer de sélénium, donc on a donné du sélénium au bélier. Et donc la communicatrice lui a dit mais tu sais tu es un mouton qui ne mange pas l'écorce des arbres, c'est la particularité des Shropshire. Et il dit oui je sais, et depuis donc on l'a traité en sélénium et il n'a plus mangé l'écorce des arbres. Et il nous a permis aussi d'être vigilants sur la santé de tout le troupeau. Parce que quand un individu dans un troupeau a un comportement, alors qu'on peut qualifier de déviant ou à part ou singulier, c'est toujours pour apprendre quelque chose, pour améliorer tout le troupeau. Ça aussi c'est très important d'en avoir conscience. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? On a encore quelques minutes. Et puis, ce serait intéressant que vous réagissiez aux différentes expressions qu'il y a eu, si vous le souhaitez. Et puis, on conclut. Merci. Une question disons, qui se ramène un petit peu à ce que nous a dit le monsieur Lebrun. Nous avons observé, enfin quand je dis nous, c'est ma famille et moi, nous avons observé sur des vaches qui étaient en résidence dans une prairie et dont une avait juste vélé, on observait qu'il y avait des comportements plus ou moins maternels ou maternants dont nous avons cru voir qu'ils dépendaient de la race de la vache. En particulier, les Vosgiennes semblaient particulièrement maternelles plus que d'autres. Alors, est-ce que c'est quelque chose, c'est un hasard? Est-ce que c'est une projection? Est-ce que vous l'avez déjà observé dans les différentes espèces de vaches, des comportements maternels, maternants, plus ou moins développés? Bon, on regarde la question. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que vous souhaitez les uns ou les autres exprimer? Non. Alors, qui veut donner? Nous, sur la ferme à Mirecourt, non, ça ne dépend pas d'une race, ça dépend de l'individu. Et chaque individu a son caractère, chaque individu a ses qualités. Après, globalement, je pense que certaines races ont été sélectionnées sélectionnées, on va dire ça comme ça, pour certains caractères. Et notamment, on parlait tout à l'heure de l'agressivité, par exemple, des taureaux laitiers. C'est parce que, contrairement par exemple aux taureaux allaitants, les taureaux allaitants ont toujours été dans les troupeaux. Et donc, du coup, la docilité du troupeau a toujours été un point de vigilance pour l'éleveur. Depuis l'insémination artificielle et l'explosion de l'insémination artificielle dans l'élevage laitier, globalement, la docilité des taureaux n'était plus du tout un critère. Donc du coup, on l'a complètement laissé dégénérer, on a fait des bêtes complètement tarées, quoi. Voilà, pour moi c'est un peu... Mais ce qui n'empêche pas que certains individus peuvent être tout à fait dociles et tout à fait aptes à être conduits dans des élevages. Mais voilà, la réponse pour être bref, c'est... Moi je pense qu'il y a un effet race génétique, mais sur du long terme, mais qui est pas voulu, entre guillemets. Par contre, il y a un effet individuel qui est fort. Moi, on m'a souvent dit oui, mais d'enlever le veau à la vache, c'est pas grave parce que c'est des Holstein et les Holstein, de toute façon, elles ne tiennent pas à leur veau. Et disons, moi, j'accepte pas cet argument. Je suis persuadée, d'ailleurs, j'ai vu des Holstein meugler après leur veau. Et non, j'accepte pas ça parce que, bon, de toute façon,
même si elles ont une expression relativement docile et qu'elles ne vont pas faire comme une vache salaire, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'émotion. Donc pour moi, l'amour maternel, c'est sacré. Et puis, il faut revoir l'élevage laitier de ce point de vue. Pour moi, c'est très important. Et je suis très contente que la réflexion soit lancée. Et j'espère vraiment que ça bouge. Et je pense que c'est très important pour l'avenir de la production laitière aussi. Alors, si je peux dire quelque chose à la fin, ou un appel aux personnes qui sont là et aux éleveurs qui sont là, j'aimerais vraiment beaucoup que dans un très très proche avenir, pour ce qui est l'écornage des veaux, pour ceux qui écornent, pour ceux qui n'écornent pas, bon, c'était bien, ça va, pas de problème, mais pour ceux qui écornent, que ce soit fait avec anesthésie locale, avec infiltration du nerf cornual, comme on fait pour arracher une dent chez le dentiste, disons que ce soit fait comme il faut, d'après les règles, et qu'il y ait les formations qui soient faites et que les éleveurs puissent le faire pour tous les veaux. Donc ça, c'est un souhait que je voudrais exprimer encore. Et puis je suis vraiment vraiment contente aussi des formations, de ce que fait Marie-Christine Favé, disons de toute la sensibilité et de toute l'écoute des animaux et l'écoute et l'attention à l'intelligence des animaux, justement, à ce qu'ils ont à dire. Et que, disons, s'il y en a une qui se couche là où elle ne devrait pas se coucher, c'est pas parce qu'elle est une emmerdeuse, mais c'est parce qu'il y a une raison, quelque chose. Quoi. Bon, merci beaucoup pour votre intérêt et pour tout ce que vous portez et tout ce que vous faites ici, ce qui est vraiment très impressionnant, qui me plaît beaucoup, et j'espère que je pourrai, même dans des commissions embêtantes et décourageantes, peut-être quand même porter quelque chose qui un jour portera ses fruits dans la politique agricole, parce que bon, avec France Nature Environnement, on essaye quand même aussi d'influencer les choses pour qu'il y ait de l'argent pour les bonnes choses et pas pour les mauvaises comme aujourd'hui.